J'ai passé toute mon enfance à entendre que je n'avais pas ma place. Ma belle-mère me fixait à travers la table du dîner et disait, juste assez fort pour que mon père entende, c'est étrange, n'est-ce pas? Elle ne te ressemble en rien. Ma sœur, Amélie, riait et chuchotait à ses amis, elle n'est probablement même pas vraiment sa fille. Pendant 18 ans, je les ai crus. J'ai cru que j'étais l'intruse, l'erreur, celle qui ne méritait pas une place à table. Alors, quand mon père est mort et qu'Amélie s'est levée lors de la lecture du testament, sa voix dégoulinante de fausse inquiétude, et a exigé que je fasse un test d'acide désoxyribonucléique pour prouver que je méritais quoi que ce soit de tout cela, je n'ai pas été surprise. Ce qui m'a surprise, c'est quand l'avocat a ouvert les résultats. La pièce est devenue silencieuse. Amélie souriait, attendant sa victoire. Puis l'avocat a levé les yeux, non pas vers moi, mais vers elle, et a posé une question qui a fait blêmir le visage de ma sœur. À cet instant, tout ce que je pensais savoir sur ma famille s'est brisé. Avez-vous déjà découvert que la personne qui pointait du doigt cachait le plus grand secret de tous? Je m'appelle Camille Dubois. J'ai 36 ans et je suis la directrice financière d'un cabinet de conseil prospère à Lyon. Sur le papier, j'ai tout, un bureau d'angle, un salaire à 6 chiffres, le respect de collègues qui me connaissent sous le nom de Camille Morin. Mais il y a une chose que je n'ai jamais eue, une famille qui voulait de moi. J'ai appris la mort de mon père par un courriel, pas un appel téléphonique, pas un message larmoyant d'un parent, un courriel formel de 3 paragraphes de son avocat, Maître Martin Durand, m'informant que Guillaume Dubois était décédé et que ma présence était requise à la lecture de son testament. 18 ans. C'était le temps qui s'était écoulé depuis que j'avais parlé à quiconque dans cette maison. 18 ans depuis que j'avais fait une seule valise à 17 ans et que j'étais sorti par la porte d'entrée, convaincu que personne ne remarquerait même mon absence. Alors que ma voiture de location remontait la longue allée, je l'ai vue. Valérie, ma belle-mère, se tenait à une fenêtre de l'étage, observant mon arrivée. La plupart des gens s'attendraient à du chagrin sur le visage d'une veuve, mais l'expression de Valérie n'était pas de la tristesse, c'était de l'anxiété. Ses doigts agrippaient le rideau comme si elle se préparait à un impact. Ce regard a déclenché des souvenirs que j'avais passé des années à essayer d'enterrer. J'avais 8 ans, debout dans le salon pendant que Valérie examinait notre portrait de famille. Elle s'est tournée vers mon père et a dit, assez fort pour que tout le monde entende, c'est si étrange que Camille ne te ressemble en rien, Guillaume. Ni tes yeux, ni ton nez. Absolument rien. Je me souviens de la façon dont le visage de mon père s'est crispé, de la façon dont il n'a rien dit pour ma défense, de la façon dont Amélie, alors âgée de seulement 4 ans, a gloussé sans comprendre pourquoi. À 15 ans, j'ai écrit des lettres à mon père depuis le camp d'été, 5 lettres, chacune étant une tentative désespérée de lui dire à quel point je me sentais seul, à quel point je voulais qu'il me voie. Il n'a jamais répondu, pas une seule fois. Je me suis dit qu'il était occupé. Au fond de moi, je croyais qu'il s'en fichait tout simplement. Et à 17 ans, je suis entré accidentellement dans son bureau et je l'ai trouvé en train de pleurer. Il tenait une photographie de ma mère, ma vraie mère, décédée quand j'avais 3 ans. C'était la seule fois où je l'ai vu montrer de l'émotion. Mais quand il a remarqué ma présence, son visage s'est refermé comme une porte d'acier. « De quoi as-tu besoin ?» a-t-il demandé, la voix froide. J'ai marmonné des excuses et je suis parti. Je n'ai jamais compris pourquoi il me repoussait alors que je voulais seulement être proche de lui. Maintenant, debout dans le hall d'entrée de ma maison d'enfance, ces souvenirs me serraient la poitrine comme des pierres. La maison était remplie de parents que je reconnaissais à peine. Ils se regroupaient en petits groupes, parlant à voix basse qui s'arrêtaient chaque fois que je passais. J'ai surpris des fragments de leur chuchotement, seulement là pour l'argent, n'est jamais venue une seule fois, quelle fille elle s'est avérée être. Valérie restait collée à Amélie, les deux chuchotant constamment. Ma sœur était devenue une femme raffinée et confiante, tout ce que je n'étais apparemment pas. Quand elle s'est finalement adressée à la pièce, sa voix portait l'autorité de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans cette famille. Avant de lire le testament de papa, a annoncé Amélie, je pense que nous devrions aborder le sujet qui fâche. Camille devrait faire un test génétique pour prouver qu'elle est bien la fille de papa. La pièce a murmuré son approbation. J'ai regardé Valérie hocher la tête avec empressement, trop d'empressement. Quelque chose dans tout cela semblait répéter, planifier un piège dans lequel j'entrais les yeux grands ouverts. J'ai donc fait la seule chose qui avait du sens. Je ferai le test, ai-je dit calmement. Mais le testament mentionne les enfants biologiques. Pour être juste, ne devrions-nous pas tous ceux qui réclament un héritage être testés?
Amélie a ri. Ça me va. Je n'ai rien à cacher. Mais à cet instant, j'ai vu quelque chose traverser le visage de Valérie juste une seconde, quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Et de l'autre côté de la pièce, ma grand-mère Éléonore, la mère de ma mère, la femme que Valérie avait chassée de nos vies des décennies auparavant, a croisé mon regard et m'a fait le plus petit signe de tête, comme pour dire « enfin ». Il est temps. Les jours qui ont suivi ont été parmi les plus longs de ma vie. Je suis resté à la maison, dormant dans une chambre d'amis qui ressemblait plus à une cellule de détention. Les résultats du test génétique prendraient une semaine, et d'ici là, je n'avais nulle part où aller. Une partie de moi voulait partir immédiatement, pour échapper à l'atmosphère étouffante des chuchotements et des regards accusateurs. Mais quelque chose me retenait. Peut-être le signe de tête de ma grand-mère. Peut-être la lueur de peur que j'avais vue sur le visage de Valérie. Ou peut-être, après 18 ans de fuite, j'étais enfin prête à tenir bon. Les funérailles de mon père ont eu lieu un mardi matin gris. Amélie avait pris le contrôle de chaque détail, et elle s'est assurée que je connaisse ma place. Quand je suis arrivé à l'église, on m'a dirigé vers un siège au dernier rang, derrière des cousins éloignés que je n'avais jamais rencontrés. Le programme des funérailles était imprimé sur un papier crème coûteux, listant les membres de la famille Dubois en écriture élégante. J'ai trouvé mon nom tout en bas, en petits caractères, sous une section intitulée « Autres parents ». Pas fille, pas famille, juste « autres ». Valérie a prononcé l'éloge funèbre. Elle se tenait au pupitre dans une robe de créateur noir, épongeant ses yeux avec un mouchoir en dentelle tandis qu'elle parlait de son mari bien-aimé et de « notre fille dévouée », Amélie. Elle a parlé des dîners de famille et des traditions de vacances, de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Elle a dépeint l'image d'un foyer heureux, d'un mariage aimant, d'une famille parfaite. Elle n'a jamais mentionné mon nom une seule fois. C'était comme si je n'avais jamais existé, comme si les 3 premières années de la vie de mon père en tant que parent, les années avec ma mère, les années avec moi avaient simplement été effacées. Je me suis assise dans ce dernier rang et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la tristesse, ni même de la colère, juste une confirmation silencieuse et amère de tout ce que j'avais toujours soupçonné, je n'étais jamais censé faire partie de cette famille. J'étais juste le rappel de quelqu'un que Valérie voulait que tout le monde oublie. Après la cérémonie, alors que la foule se dirigeait vers la salle de réception, j'ai senti quelqu'un me glisser un morceau de papier dans la main. J'ai levé les yeux pour voir Sophia, la gouvernante de la famille. Elle avait travaillé pour mon père pendant 15 ans, et elle était l'une des rares personnes dans cette maison à m'avoir jamais montré de la gentillesse. Elle m'a serré brièvement les doigts, puis s'est éloignée sans un mot. J'ai déplié la note avec précaution, la protégeant des regards. L'écriture était tremblante mais claire, bureau de Monsieur Dubois, 3e étage. Il voulait que vous le voyiez. J'ai la clé. J'ai trouvé Sophia dans la cuisine 1 heure plus tard, faisant la vaisselle pendant que la réception se poursuivait dans l'autre pièce. Elle s'est séché les mains et m'a regardé avec des yeux fatigués. Votre père a gardé cette pièce fermée à clé pendant des années, dit-elle doucement. Il a dit à Madame Valérie que c'était pour des documents confidentiels de l'entreprise, qu'elle avait un système de sécurité spécial. Elle a essayé de trouver la clé de nombreuses fois, mais elle n'a jamais pu. Votre père l'a gardée au bureau de Maître Durand, dans le coffre-fort. Sophia fit une pause, et je vis quelque chose de douloureux traverser son visage. Après son accident vasculaire cérébral il y a 8 ans, votre père n'a pas pu parler correctement pendant longtemps. Madame Valérie, elle contrôlait tout, qui pouvait lui rendre visite, quels appels téléphoniques il pouvait prendre. Elle filtrait son courrier, ses messages, tout. Il était comme un prisonnier dans sa propre maison, et il n'y avait rien que nous puissions faire. Elle a sorti une petite clé en laiton de la poche de son tablier. Maître Durand me l'a donnée après le décès de votre père. Il a dit que vous deviez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Seul. Le 3e étage de la maison avait toujours été interdit quand j'étais enfant. J'ai monté les escaliers lentement, mon cœur battant à chaque marche. Le couloir était sombre, l'air épais de poussière et de silence. Au bout du couloir, j'ai trouvé la porte. Elle avait l'air ordinaire, juste une autre porte en bois dans une maison qui en était pleine. Mais quand j'ai tourné la clé et que je l'ai poussée, je suis entré dans un autre monde. La pièce était un sanctuaire. C'est le seul mot pour la décrire. Chaque mur était couvert de photographies de moi, pas le genre de photos que l'on trouve sur les réseaux sociaux, mais des clichés de surveillance professionnelle pris de loin, moi marchant vers le travail, moi à une conférence, moi riant avec des collègues dans un restaurant.
Il y avait des coupures de journaux sur mes réussites professionnelles, des articles imprimés présentant Camille Morin, directrice financière. Il avait suivi toute ma vie d'adulte sans que je le sache. Sur le bureau, j'ai trouvé un épais dossier. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Le premier document était un test génétique daté de 12 ans. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots ne fassent leur chemin. Le test montrait qu'Amélie Dubois n'avait aucune relation biologique avec Guillaume Dubois. Ma sœur n'était pas la fille de mon père. En dessous se trouvaient des dossiers médicaux datant de l'époque où Amélie avait eu besoin d'une greffe de moelle osseuse. Une note du médecin expliquait que Guillaume s'était porté volontaire pour être donneur, mais les tests avaient révélé qu'il n'était pas compatible génétiquement. C'est ainsi qu'il avait découvert la vérité. Il y avait des documents de fiducie montrant que mon père m'avait envoyé de l'argent pendant 10 ans par l'intermédiaire de Maître Durand. Je me souvenais de cet argent. J'avais pensé que c'était une subvention pour les femmes entrepreneurs. J'avais postulé sur un coup de tête et j'avais été choqué d'être sélectionné. Cela m'avait aidé à survivre mes premières années à Lyon quand je n'avais rien. Cela n'avait jamais été une subvention, c'était mon père, veillant sur moi depuis l'ombre. Il y avait des papiers de divorce, signés et finalisés il y a 5 ans. Mon père avait divorcé de Valérie, mais pour le bien d'Amélie, il leur avait permis de continuer à vivre dans la maison. Et puis, dans une enveloppe séparée, j'ai trouvé quelque chose qui m'a complètement serré la gorge, des dizaines de lettres, encore scellées, adressées à Guillaume Dubois de ma propre écriture d'adolescente. Les lettres que j'avais envoyées du camp d'été. Les lettres que je pensais qu'il avait ignorées. Quelqu'un les lui avait cachées. Il n'a même jamais su que j'avais écrit. Mais d'une manière ou d'une autre, finalement, il les avait trouvées. Au centre du bureau, placée comme si elle m'attendait, se trouvait une unique lettre de l'écriture de mon père. L'écriture était tremblante et inégale, clairement écrite par une main affaiblie par la maladie. Elle était datée de 2 mois avant sa mort. Je l'ai prise et j'ai commencé à lire. Ma bien-aimée Camille, je t'ai manqué de façon que je ne pourrai jamais expliquer pleinement. Quand ta mère est morte, j'étais brisé. Valérie est apparue, et j'étais trop faible pour voir qui elle était vraiment. Le temps que je comprenne, il était trop tard. Il y a 12 ans, j'ai découvert qu'Amélie n'est pas ma fille biologique. Valérie était enceinte d'un autre homme quand nous nous sommes rencontrés. Elle m'a menti pendant 20 ans. Je voulais te le dire immédiatement. Je voulais te ramener à la maison. Mais j'ai eu l'accident vasculaire cérébral, et Valérie a pris le contrôle de tout. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas écrire. Je ne pouvais pas t'atteindre. Le temps que je me rétablisse suffisamment pour agir, j'avais peur que tu me rejettes, que je t'ai perdu pour toujours. Alors j'ai fait ce que j'ai pu. Je t'ai surveillé de loin. Je t'ai envoyé de l'argent par l'intermédiaire de Maître Durand. J'ai rassemblé chaque morceau de ta vie que j'ai pu trouver. J'ai gardé tes lettres, celles que Valérie m'a cachées, et je les lisais chaque soir, me détestant pour mon silence. Le testament est mon dernier acte, ma seule façon de te donner ce que tu mérites. Je suis désolé de n'avoir jamais été assez courageux pour me battre pour toi quand je le pouvais. J'espère que cela pourra suffire. Ton père, qui t'a toujours aimé. La lettre se terminait en milieu de phrase. Il était mort avant de pouvoir la finir. Je tenais encore le papier, les larmes coulant sur mon visage, quand j'ai entendu des pas dans le couloir. J'ai attrapé les documents les plus importants et je me suis retourné juste au moment où la porte s'ouvrait. Amélie se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage pâle. Ses yeux sont passés de mon visage au papier dans mes mains, et j'ai vu la couleur quitter ses joues. « Qu'est-ce que » a-t-elle chuchoté, « c'est que ça ?» Pour la première fois en 18 ans, j'ai vu une peur sincère dans les yeux de ma sœur, la peur de quelque chose qu'elle ne comprenait même pas encore. Je n'ai pas répondu à la question d'Amélie ce soir-là. J'ai simplement rassemblé les documents, je suis passé devant sa silhouette figée et je me suis enfermé dans ma chambre. Elle ne m'a pas suivi. Elle n'a pas exigé d'explication. Peut-être qu'une partie d'elle sentait déjà que la vérité détruirait tout ce qu'elle croyait sur elle-même. Les 3 jours suivants se sont écoulés dans un lourd silence. Amélie m'évitait complètement. Valérie me regardait avec une panique à peine dissimulée, essayant de deviner ce que je savais. Et j'ai attendu, ne disant rien, cachant mon jeu jusqu'au moment où cela compterait le plus. La lecture du testament était prévue pour le vendredi matin au bureau de Maître Durand en ville. La pièce était petite mais élégante, avec des fauteuils en cuir disposés en demi-cercle face au bureau en chêne de Maître Durand. Valérie est arrivée la première, vêtue de noir comme si elle jouait encore le rôle de la veuve éplorée.
Elle s'est positionnée sur le fauteuil central, les épaules en arrière, le menton haut. Amélie s'est assise à côté d'elle, mais j'ai remarqué qu'elle avait légèrement éloigné son fauteuil de celui de sa mère. Ma grand-mère, Éléonore, a pris place dans un coin à l'arrière, silencieuse et observatrice. J'ai choisi un fauteuil de l'autre côté de la pièce par rapport à Valérie, le dossier du bureau de mon père posé sur mes genoux. Maître Durand a commencé par expliquer le cadre juridique du testament. Il parlait d'une voix calme et mesurée, mais je pouvais le voir jeter un coup d'œil à Valérie en lisant le passage clé. Monsieur Dubois a ajouté une clause spéciale à son testament 2 ans avant sa mort, a déclaré Maître Durand. Elle se lit comme suit, ma succession sera distribuée uniquement à mes enfants biologiques. Toutes les parties réclamant un héritage doivent consentir à une vérification par test génétique. Toute personne qui refuse le test renonce à sa réclamation. Des échantillons d'acide désoxyribonucléique à des fins de comparaison ont été conservés chez mon avocat. J'ai observé le visage de Valérie pendant que Maître Durand prononçait ces derniers mots, échantillons conservés. Pendant un instant, son masque confiant a glissé. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si elle voulait protester mais ne trouvait pas les mots. Elle ne s'y attendait pas. Elle avait supposé qu'avec la mort de mon père, il n'y aurait aucun moyen de vérifier quoi que ce soit. Elle avait construit tout son plan sur cette supposition, et maintenant elle réalisait, peut-être pour la première fois, que mon père l'avait anticipé. Maître Durand a continué. Comme mademoiselle Camille et mademoiselle Amélie ont toutes deux consenti au test génétique, et comme monsieur Dubois a fourni son propre échantillon d'acide désoxyribonucléique avant son décès, nous avons maintenant des résultats concluants du laboratoire. Il a pris une enveloppe scellée sur son bureau. La pièce est devenue complètement silencieuse. Je pouvais entendre la respiration superficielle de Valérie, voir Amélie agripper les accoudoirs de son fauteuil. Maître Durand a ouvert l'enveloppe avec un coupe-papier, a déplié le document à l'intérieur et a commencé à lire. Camille Dubois, correspondance biologique confirmée à 99,99% avec Guillaume Dubois. J'ai expiré lentement. À côté de moi, j'ai entendu Valérie laisser échapper un petit souffle. Elle espérait encore, croyant encore que d'une manière ou d'une autre, les choses iraient dans son sens. Maître Durand n'avait pas fini. Amélie Dubois, a-t-il poursuivi, la voix stable, aucune relation biologique avec Guillaume Dubois détectée. Aucun marqueur génétique en commun. La pièce a explosé. Amélie a bondi sur ses pieds, sa chaise raclant le sol. C'est impossible, a-t-elle crié. Il y a eu une erreur. Le laboratoire s'est trompé. Refaites-le. Elle s'est tournée vers Valérie, le visage tordu de désespoir. Maman, dis-leur. Ils ont tort. Dis-leur. Mais Valérie n'a pas bougé. Elle était assise, figée dans son fauteuil, son esprit cherchant clairement une issue qui n'existait pas. Le silence a duré 3 longues secondes. Puis Valérie s'est ressaisie. Elle s'est levée, sa voix tranchante et autoritaire. C'est de toute évidence une conspiration, a-t-elle déclaré. Maître Durand a toujours favorisé Camille. Tout le monde le sait. Il a probablement falsifié les résultats lui-même. J'attendais ce moment. J'ai ouvert le dossier sur mes genoux et j'ai sorti le test génétique que j'avais trouvé dans le bureau de mon père. Alors expliquez ceci, ai-je dit calmement. J'ai brandi le document pour que tout le monde dans la pièce puisse le voir. C'est un test génétique datant d'il y a 12 ans. Mon père connaissait déjà la vérité. Il l'a découvert quand Amélie a eu besoin d'une greffe de moelle osseuse et qu'il s'est porté volontaire pour être donneur. Les médecins lui ont dit qu'il n'était pas compatible génétiquement. C'est à ce moment-là qu'il a commandé ce test. J'ai regardé Valérie droit dans les yeux. 12 ans. Il a su pendant 12 ans qu'Amélie n'était pas sa fille. Valérie a pivoté sans perdre un instant. Ça ne prouve rien, a-t-elle lancé. Il a accepté Amélie comme sa fille de toute façon. Il l'a élevée, il l'a aimée. Légalement, elle a toujours droit à, Maître Durand l'a interrompu, sa voix tranchant ses protestations comme une lame. Madame Dubois, ou devrais-je dire Mademoiselle Valérie Roche, puisque votre divorce d'avec Guillaume a été finalisé il y a 5 ans. Le visage de Valérie est devenu pâle. Vous n'avez aucune qualité pour agir dans cette pièce, a poursuivi Maître Durand. Et la réclamation d'Amélie sur la succession dépend entièrement de la relation biologique, selon les termes explicites du testament. Valérie s'est tournée vers Amélie, sa voix devenant soudain suppliante. Tu ne vois pas ce qu'ils font ?
Ils essaient de voler ton héritage, ton droit de naissance. Nous devons nous battre, ensemble. Nous pouvons engager des avocats, nous pouvons contester le testament, nous pouvons. Tu savais. La voix d'Amélie était à peine un murmure, mais elle a transpercé le monologue désespéré de Valérie comme un couteau. Elle fixait sa mère avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, pas de la colère, pas de la tristesse, quelque chose de plus proche de l'horreur. Tu savais que je n'étais pas sa fille, a dit lentement Amélie. Tu l'as toujours su. Le masque de Valérie s'est fissuré. Amélie, ma chérie, je te protégeais. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Tu dois comprendre. Me protéger? La voix d'Amélie s'est élevée, tremblant de rage et de douleur. Tu as passé toute mon enfance à me dire que Camille était probablement illégitime. Tu m'as fait la traiter comme une ordure. Tu m'as convaincu que j'étais la vraie fille et qu'elle était l'imposteur. Et pendant tout ce temps, sa voix s'est brisée. Elle a porté sa main à sa bouche, luttant pour respirer. Pendant tout ce temps, c'était moi. C'était moi qui n'avais pas ma place. Elle s'est tournée vers moi, les yeux humides de larmes. Le savais-tu, avant aujourd'hui? J'ai brandi le dossier du bureau de mon père. Je l'ai découvert il y a 2 jours. Papa le savait depuis 12 ans. Il ne l'a dit à personne sauf à Maître Durand. Il t'aimait, malgré tout, Amélie. C'est pourquoi il est resté silencieux. Il ne pouvait pas supporter de te faire du mal. J'ai fait une pause, puis j'ai regardé Valérie. Mais ta mère. Elle savait depuis le tout début. D'avant même ta naissance. Maître Durand s'est raclé la gorge. Monsieur Dubois a laissé une lettre à lire à ce moment précis. Il a pris le dernier document de son bureau et a commencé à lire les mots de mon père à voix haute. La lettre expliquait tout, comment Valérie l'avait trompé lors de leur première rencontre, comment il avait découvert la vérité 12 ans auparavant, comment son accident vasculaire cérébral l'avait laissé impuissant, piégé dans sa propre maison tandis que Valérie contrôlait chaque aspect de sa vie. Comment il m'avait surveillé de loin, m'envoyant de l'argent par l'intermédiaire de Maître Durand, rassemblant chaque morceau de ma vie qu'il pouvait trouver. Comment le testament était son dernier acte, sa seule façon de réparer les choses. Quand Maître Durand a fini de lire, la pièce était silencieuse. Valérie se tenait seule au centre de la pièce, abandonnée de tous. Amélie s'est affaissée dans son fauteuil, le regard vide. Elle ne regardait pas sa mère, ne me regardait pas. Elle était simplement assise là, vide et brisée. Je ne sais plus qui je suis, a-t-elle murmuré pour personne. Et pour la première fois depuis l'enfance, j'ai regardé ma sœur et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas du triomphe, pas de la vengeance. Juste la douleur creuse de reconnaître une autre personne brisée. Les semaines qui ont suivi la lecture du testament ont été remplies de paperasse, de réunions juridiques et du lent démantèlement de tout ce que Valérie avait construit. Maître Durand m'a expliqué toute l'étendue de sa chute lors d'une de nos séances à son bureau. Le contrat de mariage qu'elle avait signé il y a 32 ans ne lui laissait rien en cas de divorce. Elle avait accepté ces termes avec empressement à l'époque, confiante qu'elle n'aurait jamais à s'inquiéter de telles choses. Mais mon père avait aussi découvert autre chose pendant ces dernières années. Valérie détournait de l'argent des comptes du ménage depuis plus d'une décennie, siphonnant des fonds vers des comptes privés qu'elle pensait que personne ne connaissait. Quand mon père l'a découvert, cela a annulé toute prétention qu'elle aurait pu avoir sur les biens matrimoniaux. Le divorce avait été finalisé il y a 5 ans, mais mon père l'a gardé secret. Il ne voulait pas humilier Amélie publiquement. Même après tout, il a quand même essayé de protéger la fille qui n'était pas la sienne. Valérie est venue chercher ses affaires un mardi après-midi. J'attendais dans le salon quand elle est arrivée. Elle semblait plus petite, diminuée. La femme confiante qui avait contrôlé cette maison pendant 3 décennies avait disparu, remplacée par quelqu'un de désespéré et d'avide. Elle a tenté une dernière fois de me manipuler. « Camille, s'il te plaît, dit-elle, la voix douce et suppliante. J'ai fait des erreurs, je le sais. Mais j'essayais juste de protéger ma fille. Tu peux sûrement comprendre l'amour d'une mère. Tu peux sûrement trouver dans ton cœur de... » Je l'ai interrompu. Vous avez passé 30 ans à détruire systématiquement ma relation avec mon père. Vous avez caché mes lettres pour qu'il pense que je l'avais oublié. Vous avez monté ma sœur contre moi pour que je n'ai aucune alliée dans cette maison. Vous avez isolé mon père après son accident vasculaire cérébral et l'avez contrôlé comme un prisonnier. Et vous m'avez laissé croire que j'étais indésirable pendant toute mon enfance.
J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer entre nous. La seule raison pour laquelle je n'engage pas de poursuite pénale pour fraude financière est que mon père ne le voulait apparemment pas. Mais vous avez 48 heures pour quitter cette propriété. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Valérie m'a fixé un long moment. Je pense qu'elle attendait que je flanche, que je montre une fissure dans ma résolution qu'elle pourrait exploiter. Mais j'avais passé 18 ans à construire des murs qu'elle ne pouvait pas pénétrer. Elle est partie sans un autre mot. J'ai appris plus tard que les parents qui l'avaient autrefois soutenue refusaient maintenant ses appels. Elle n'avait nulle part où aller et personne vers qui se tourner. La femme qui avait tout orchestré était maintenant complètement seule. Amélie est revenue quelques jours plus tard pour récupérer ses affaires. Elle était une personne différente de la sœur confiante et moqueuse que j'avais connue toute ma vie. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose de fragile et de perdu. Elle se déplaçait dans la maison comme un fantôme, emballant des boîtes avec une efficacité mécanique. J'étais dans la cuisine quand elle m'a finalement confronté. « C'est de ta faute », a-t-elle lancé, sa voix tremblant d'une rage à peine contenue. « Si tu étais resté à l'écart, rien de tout cela ne serait arrivé. Tout aurait été bien. » Si j'étais resté à l'écart, ai-je répondu calmement, tu aurais tout hérité sur la base d'un mensonge. Et tu aurais passé toute ta vie sans savoir qui tu es vraiment. Qui suis-je alors, a explosé Amélie. Ma mère est une menteuse. Mon père n'est pas mon père. Je n'ai aucune idée de qui est mon père biologique. Elle ne veut pas me le dire, ou peut-être qu'elle ne le sait même pas. Tout ce que je croyais sur moi-même était construit sur des mensonges. Elle tremblait maintenant, les larmes coulant sur son visage. J'ai passé toute ma vie à penser que j'étais spéciale, à penser que j'étais la vraie fille et que tu étais l'intruse. Et maintenant je découvre que je ne suis personne. Je ne suis rien. Je n'ai même pas un nom qui m'appartient. Je l'ai laissé se déchaîner. Je n'ai pas riposté. Je n'ai pas essayé de la réconforter. Je suis simplement resté là et je l'ai laissé déverser toute la douleur et la confusion qui s'étaient accumulées depuis la lecture du testament. Quand elle s'est finalement épuisée, s'effondrant contre le comptoir de la cuisine la tête dans les mains, j'ai parlé. Je ne peux pas répondre à ces questions pour toi. Je ne peux pas réparer ce que ta mère a brisé. Et je ne vais pas prétendre que je t'ai pardonné pour la façon dont tu m'as traité toute notre vie. J'ai fait une pause, choisissant mes prochains mots avec soin. Mais je vais te dire ceci. Je sais ce que c'est que de grandir en sentant qu'on n'a pas sa place. Je sais ce que c'est que de se faire voler son identité par les mensonges de quelqu'un d'autre. Cette partie-là, Amélie. Cette partie-là, je la comprends. Elle m'a fixé un long moment, les yeux rouges et gonflés. Puis elle a demandé doucement, qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Légalement, je suis tenu de te donner 30 jours pour quitter les lieux. Au-delà de ça, ta vie t'appartient, à toi de la comprendre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un cousin et d'une tante qui avaient assisté aux funérailles. C'étaient les mêmes parents qui avaient chuchoté que j'étais une profiteuse, qui m'avaient traité comme une étrangère aux obsèques de mon propre père. Maintenant, ils voulaient me rencontrer. Ils prétendaient ne pas connaître toute l'histoire. Ils voulaient reconstruire la relation, repartir à zéro. J'ai refusé. Vous avez choisi votre camp sans connaître les faits, leur ai-je dit au téléphone. Vous m'avez traité comme une criminelle aux funérailles de mon propre père. Je ne suis pas intéressé par des relations avec des gens dont la loyauté dépend de qui détient l'héritage. Je n'ai pas raccroché brutalement. Je n'ai pas crié. J'ai simplement refusé et mis fin à l'appel. Le pardon n'est pas un trophée de participation. Il doit être mérité, et il n'avait même pas commencé à essayer. Ma grand-mère, Éléonore, a demandé à me rencontrer dans un petit café du centre-ville. Terrain neutre. Je lui avais à peine parlé depuis mon enfance, mais la voir à la lecture du testament avait remué quelque chose en moi. Elle avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs, mais ses yeux étaient les mêmes, gentils et tristes et pleins de souvenirs. Ta mère était mon unique enfant, dit-elle, les mains enroulées autour d'une tasse de thé. Quand elle est morte, j'ai essayé de rester proche de toi. Mais Valérie a rendu cela impossible. Elle a dit à Guillaume que j'étais une mauvaise influence, que j'essayais de te monter contre elle. Progressivement, j'ai été écarté. Au moment où tu es parti à 18 ans, j'avais perdu contact avec vous deux. Elle a sorti une petite boîte en velours de son sac à main. À l'intérieur se trouvait une bague, un simple anneau en or avec un petit diamant. C'était l'alliance de ta mère, a dit Éléonore.
Elle voulait que tu l'aies quand tu serais prête. Je la porte sur moi depuis 30 ans, attendant le bon moment. J'ai glissé la bague à mon doigt. Elle allait parfaitement. Et pour la première fois depuis la mort de ma mère, je me sentais connecté à elle. Plus tard cette semaine-là, j'ai demandé à Maître Durand s'il y avait un moyen légal de donner à Amélie une partie de la succession. Il a secoué la tête. Votre père a spécifiquement anticipé que vous pourriez demander cela. Il a laissé une note séparée. Maître Durand a lu le document, je connais ton cœur, Camille. Tu voudras partager. Mais Amélie a passé toute sa vie à recevoir des choses qu'elle n'a pas méritées. Le plus grand cadeau que je puisse lui faire est la chance de construire quelque chose par elle-même. S'il te plaît, honore mon dernier souhait. J'ai accepté la décision de mon père, non pas parce que j'étais sans cœur, mais parce que je comprenais. Certaines leçons ne peuvent être apprises qu'à la dure. Le dernier jour dans la maison, Amélie s'est arrêtée à la porte d'entrée avec sa valise. Elle n'a pas demandé pardon, ne s'est pas excusée de nouveau. Elle a simplement dit, je ne sais pas si je pourrai un jour devenir quelqu'un qui en vaut la peine. Mais pour ce que ça vaut, je vais essayer de découvrir qui je suis vraiment, sans les mensonges. J'ai hoché la tête une fois, n'ai rien dit, et j'ai regardé ma sœur s'éloigner, plus une ennemie, pas encore autre chose, juste une étrangère avec une blessure partagée. 6 mois ont passé. Pendant ce temps, j'ai pris des décisions qui auraient semblé impossibles un an auparavant. La première a été de vendre le manoir familial. Je ne pouvais pas y vivre. Chaque pièce contenait trop de fantômes, trop de souvenirs de me sentir indésirable dans ma propre maison. Les couloirs résonnaient des chuchotements des parents qui m'avaient jugé, des silences froids d'un père qui ne pouvait pas m'atteindre, du rire cruel d'une sœur à qui on avait appris à me mépriser. J'ai signé les papiers sans hésitation et je n'ai jamais regardé en arrière. Mais mon père m'avait laissé autre chose, quelque chose que Valérie n'a jamais su. Des années auparavant, il avait acheté un petit cottage sur la côte, enregistré au nom de Maître Durand pour plus de discrétion. C'était un endroit simple, des bardeaux usés par le temps et un porche qui faisait le tour et donnait sur l'océan Atlantique. La première fois que j'ai franchi la porte, j'ai compris pourquoi il l'avait acheté. C'était calme. C'était paisible. C'était loin de tout ce qui nous avait blessés tous les deux. Je me le suis approprié. J'ai accroché des photos au mur, créant une histoire qui m'appartenait, des photos de ma mère, jeune et souriante, ses cheveux sombres flottant au vent, des photos de ma grand-mère, Éléonore, qui avait attendu 30 ans pour me rendre un morceau de mon passé, et des photos de mon père, d'avant l'accident vasculaire cérébral, d'avant Valérie, d'une époque où ses yeux brillaient encore. J'ai trouvé une photographie qui m'a coupé le souffle un instant. C'était mon père me tenant bébé, tous les deux souriant à l'appareil photo. Ses yeux étaient remplis d'un amour pur et simple. Je l'ai encadré et placé sur ma table de chevet. Chaque matin quand je me réveille, c'est la première chose que je vois. J'ai continué mon travail de directrice financière, mais je ne cachais plus qui j'étais. Pendant des années, j'avais utilisé le nom de jeune fille de ma mère professionnellement, me séparant de l'héritage Dubois. Maintenant, je revendiquais les deux. Ma biographie d'entreprise indique Camille Dubois-Morin. Les deux noms, les deux parties de moi-même. Je suis la fille de ma mère et la fille de mon père, et je n'ai plus besoin de choisir entre eux. L'héritage était considérable, plus que je ne pourrais jamais dépenser en une vie. J'ai su immédiatement ce que je voulais en faire. J'ai créé la Fondation Guillaume Dubois, nommée non pas pour honorer la mémoire de mon père, mais pour transformer ses échecs en quelque chose de significatif. La mission de la Fondation est simple, soutenir les enfants de familles brisées. Des enfants qui ont grandi dans le doute, des enfants qui ont été rejetés, des enfants qu'on a fait se sentir comme s'ils n'avaient pas leur place. La page d'accueil de la Fondation présente les derniers mots que mon père m'a écrits, « Tu n'as jamais eu besoin de prouver que tu méritais d'être aimé. Tu n'avais qu'à le prouver à toi-même. » Les boursiers ne sont pas sélectionnés uniquement sur la base de leurs résultats scolaires. Nous demandons aux candidats d'écrire des essais décrivant leurs expériences de se sentir comme des étrangers dans leur propre famille. La première promotion comprenait 30 étudiants. J'ai lu chaque candidature personnellement. Leurs histoires m'ont brisé le cœur et m'ont donné de l'espoir en même temps. Tant d'enfants grandissant comme moi. Tant de jeunes croyant qu'ils étaient indésirables, indignes, mal aimés. Si je peux aider ne serait-ce que quelques-uns d'entre eux à comprendre leur propre valeur, alors quelque chose de bon sera sorti de toutes ces années de douleur. Sophia me tient au courant de tout. Elle appelle une fois par mois, sa voix chaude et familière, un lien avec un passé qui n'était pas entièrement sombre.
Maître Durand fournit également des informations, bien que ces mises à jour soient plus formelles. Grâce à eux, j'ai appris ce qui est arrivé à tout le monde. Valérie a déménagé dans une autre région pour vivre avec une cousine éloignée qui la tolère à peine. Elle est devenue une paria sociale dans ses anciens cercles. Les femmes qui l'enviaient autrefois, qui assistaient à ses fêtes et complimentaient son goût, refusent maintenant de reconnaître son existence. Elle a essayé de contacter Amélie plusieurs fois après son départ. Amélie a bloqué son numéro. Personne n'a entendu Valérie mentionner la famille Dubois depuis des mois. Elle a été effacée de la vie qu'elle a passé 30 ans à construire, tout comme elle avait autrefois essayé de m'effacer. Amélie a déménagé dans une petite ville de Bretagne. Elle travaille dans une organisation à but non lucratif locale, un poste de débutant au salaire minimum. Elle utilise maintenant son deuxième prénom, Fleur, comme si elle essayait de devenir une personne complètement différente. Sophia a entendu par une connaissance commune qu'elle suit une thérapie, travaillant sur des décennies de manipulation et de mensonges. Elle essaie également de retrouver son père biologique, mais Valérie refuse de révéler son identité. Peut-être qu'elle ne le sait vraiment pas. Peut-être que c'est son dernier acte de contrôle sur une fille qui ne lui parle plus. 3 mois après avoir quitté la maison, Amélie m'a envoyé une lettre. Elle est arrivée un mardi après-midi, son écriture soignée et incertaine sur l'enveloppe. Je l'ai ouverte lentement, ne sachant pas à quoi m'attendre. Je n'écris pas pour demander quoi que ce soit, commençait la lettre. Je voulais juste que tu saches que j'essaie. J'apprends à être une personne sans les mensonges avec lesquels j'ai été élevé. Je ne m'attends pas à ce que tu répondes. Je ne m'attends pas au pardon. Je pensais juste que tu méritais de savoir que tes mots comptaient. Ce que tu as dit sur le fait de savoir ce que ça fait de se faire voler son identité. J'essaie d'en construire une nouvelle. Que j'y parvienne ou non, c'est à moi de voir maintenant. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai placée dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais je ne l'ai pas jetée non plus. Certaines blessures ont besoin de plus de 6 mois pour guérir. Certaines portes doivent rester fermées jusqu'à ce que les 2 personnes soient prêtes à les franchir. Peut-être qu'un jour j'écrirai en retour. Peut-être qu'un jour nous trouverons un moyen d'être autre chose que des étrangères. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui, et j'ai fait la paix avec cela. Ce soir, je suis assise sur le porche de mon cottage, regardant le coucher de soleil sur l'Atlantique. Le ciel est peint de nuances d'orange, de rose et d'or, des couleurs si belles qu'elles font presque mal à regarder. La bague de ma mère brille à mon doigt, captant la lumière déclinante. Sur mes genoux repose la lettre inachevée de mon père, les pages douces et usées par le nombre de fois où je les ai lues. Je lis le dernier paragraphe une fois de plus, son écriture tremblante se brouillant légèrement à travers mes larmes. Tu as passé toute ta vie à penser que tu devais prouver que tu avais ta place. Mais la vérité, c'est que tu as toujours été ma fille. La seule chose que tu aies jamais eu à prouver, c'était à toi-même que tu étais digne de ton propre amour. J'espère qu'un jour tu le croiras. Je plie doucement la lettre et la tiens contre ma poitrine. Les vagues de l'océan s'écrasent sur le rivage en contrebas, régulières et éternelles. Le vent transporte l'odeur du sel et du pain. Et enfin, après 18 ans de silence, je prononce les mots que je porte en moi depuis tout ce temps. Oui, papa. Finalement, oui. Je me lève lentement, jetant un dernier regard à l'horizon où le soleil glisse sous l'eau. Puis j'entre dans ma maison. Ma maison. Pas la maison où j'ai grandi en me sentant indésirable, pas le manoir rempli de souvenirs douloureux. Ce petit cottage au bord de la mer, rempli de photos de gens qui m'aimaient, c'est là que j'ai ma place. Je ferme doucement la porte derrière moi. À travers la fenêtre, je peux voir la bague de ma mère capter la dernière lumière du soleil couchant. Pendant 18 ans, j'ai pensé que j'étais le mensonge dans cette famille. Mais j'étais la seule vérité qu'ils avaient. Et maintenant, enfin, je suis libre de vivre comme tel. Merci d'avoir écouté l'histoire de Camille jusqu'au bout. Avant de partir, je veux partager quelques réflexions sur ce que nous pouvons apprendre de son parcours. La famille est censée être notre refuge, mais parfois les personnes les plus proches de nous causent les blessures les plus profondes. Camille a passé 18 ans à croire qu'elle était indésirable, non pas parce que c'était vrai, mais parce que quelqu'un l'a délibérément fait se sentir ainsi. La manipulation de Valérie a fonctionné si longtemps parce que personne ne l'a remise en question. Personne ne s'est levé pour dire que quelque chose n'allait pas. Si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Camille,
Je veux que vous sachiez ceci, la façon dont les gens vous traitent dit tout sur qui ils sont et rien sur votre valeur. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous méritez l'amour. Vous n'avez pas besoin de gagner votre place dans votre propre famille. Quiconque vous fait vous sentir comme un étranger dans votre propre maison est celui qui a un problème, pas vous. Et si vous vous voyez dans l'histoire d'Amélie, souvenez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour remettre en question les mensonges avec lesquels vous avez été élevé. Il faut du courage pour regarder honnêtement son propre comportement et se demander si l'on a traité quelqu'un injustement. La croissance est toujours possible, mais seulement si vous êtes prêt à faire le travail difficile. La vérité a une façon de sortir un jour ou l'autre. Les secrets construits sur des mensonges s'effondreront toujours. Valérie a passé 30 ans à construire une fausse réalité, et à la fin, elle a tout perdu, l'héritage pour lequel elle a comploté, la fille qu'elle a manipulée, la réputation qu'elle appréciait. Tout cela a disparu, parce que la vérité ne peut pas être enterrée pour toujours. J'espère que cette histoire vous a rappelé que votre identité n'est pas définie par ce que les autres disent de vous. C'est à vous de décider qui vous êtes et qui vous devenez. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne afin de ne jamais manquer une autre vidéo. Nous partageons de nouvelles histoires chaque semaine sur de vraies personnes surmontant des défis extraordinaires, et j'adorerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà dû vous battre pour prouver votre valeur à des gens qui auraient dû vous aimer inconditionnellement? Avez-vous déjà découvert un secret de famille qui a tout changé? Partagez votre expérience avec notre communauté. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Merci encore d'être là. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, vous êtes digne d'amour, exactement tel que vous êtes.